Bonjour chers auditeurs de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, et un bonjour tout particulier à ceux qui suivent l'atelier intitulé Retour d'exposition, atelier de l'Université du temps libre de Tarbes. Je viens vous présenter aujourd'hui une exposition qui a eu lieu il y a environ 3 ans et que j'ai visitée avec intérêt. Voilà, cette exposition était consacrée au peintre Kupka et elle mettait l'accent sur le fait qu'on le considérait comme un pionnier de l'abstraction. Elle s'est tenue au Grand Palais à Paris entre les mois de mars et de juillet de l'année 1918. Elle a été montée par Brigitte Léal, Marietta Tenhart et Pierre Brulé, avec le concours de la Réunion des musées nationaux, du Grand Palais et du Centre Pompidou, en partenariat avec, vous voyez, un musée de Prague et aussi d'Helsinki, et elle était soutenue par de nombreux prêteurs. Pourquoi une exposition Kupka? Eh bien, parce que la dernière exposition consacrée à cet artiste avait eu lieu en 1989 au Musée d'Art moderne, et que depuis, la critique a porté un nouveau regard sur l'œuvre de cet artiste. Cette exposition était en fait une rétrospective qui réunissait 300 œuvres, mettant l'accent, comme je vous l'ai dit, sur le côté pionnier de l'abstraction de František Kupka. 300 œuvres, c'est beaucoup par rapport à la production de l'artiste qui s'élève à 450 environ. Comment cette exposition était-elle organisée? Eh bien, elle avait adopté une approche chronologique. Au premier étage, en effet, du musée, on montrait que Kupka avait cherché sa voie jusqu'en 1912. Les premières salles illustraient les premières tendances illustrées par Kupka, les intenses expérimentations qu'il a faites entre 1906 et 1912, et puis 1912, l'année de la rupture dans sa carrière, dans son œuvre, et aussi dans l'histoire de l'art de l'Europe et même du monde, avec le passage à l'abstraction. Le rez-de-chaussée était consacré à cette œuvre abstraite avec l'engagement à partir de 1912 et puis le passage progressif après 1930 à l'abstraction qu'on a appelée radicale. Cette exposition comportait aussi des encarts thématiques ou historiques pour illustrer certains points de la démarche de l'artiste. Alors, qui est František Kupka? Kupka est né en 1871 à Opokno, en République tchèque actuelle. Il a entamé une formation comme apprenti chez un sellier, donc une formation artisanale en 1884, et en même temps, il s'initie au spiritisme. Entre 1888 et 1993, il intègre et suit des cours de peinture à l'école des beaux-arts de Prague, puis celle de Vienne. Mais parallèlement, il étudie, et ça c'est très important, la philosophie, la littérature, la chimie, l'anatomie et l'astronomie. Il arrive à Montmartre en 1896, Montmartre, haut lieu de la recherche dans le domaine de la peinture. Voici une photo de Kupka, très proche, vous voyez, de l'autoportrait qu'il a réalisé de lui en 1905. Alors, voici une œuvre qui illustre une des tendances du jeune Kupka. Kupka, en effet, est très hésitant entre le symbolisme et le naturalisme. Voici une œuvre qui illustre le symbolisme. Elle s'appelle Méditation. Elle représente un homme nu, concentré en méditation, dans un paysage très naturaliste qui représente une montagne qui se reflète dans l'eau. Une montagne en forme de diamant, c'est peut-être pas un hasard. Cet homme, c'est Kupka, il est nu. Kupka pratiquait le naturisme dans le désir qu'il avait de s'unir au monde, au cosmos, à la nature. Kupka a lu une œuvre qui a été attribuée à Hermès Trismégiste, homme qui aurait vécu au IIIe ou IIe siècle
avant Jésus-Christ en Grèce et qui aurait écrit les tables d'émeraude. Or, dans les tables d'émeraude, il y a une règle qui dit tout ce qui est en haut est en bas. C'est-à-dire que, en fait, le macrocosme et le microcosme, ici l'homme nu, ne font qu'un. Kupka est aussi un adepte de la théosophie. La théosophie, c'est un ensemble de doctrines ésotériques qui viennent de l'Antiquité, mais qui ont été renouvelées à la fin du 19e siècle par Helena Blavatsky, qui y introduit des traditions hindouistes et bouddhistes. Pour Kupka, comme pour la théosophie, les religions, les philosophies, les traditions reposent sur un corps commun. Alors, cette voie symboliste qu'adopte Kupka à ses débuts peut être illustrée par des huiles qu'il a faites ou des aquatintes où on voit une voie bordée par des sphinx qui aboutissent au cosmos. On voit un néophyte qui chemine le long de cette voie, qui l'amènera à l'union avec l'univers. Et cette voie, à l'entrée de cette voie, on peut noter deux philosophes grecs, allusion aux lectures et la culture de František Kupka. Voici une autre œuvre symboliste intitulée Les nénuphars ou le commencement de la vie. Cette aquatinte représente dans un cercle, dans un monde peut-être, un petit fœtus relié par son cordon ombilical à une fleur, elle-même reliée à un lotus arrondi, très lumineux. On voit que c'est là qu'émerge la vie, le tout dans un paysage de début du monde, sombre, où rien n'existe encore, sauf ce marais d'où émergent des fleurs, des nénuphars. Cette œuvre peut être rapprochée d'une œuvre de Odilon Redon, intitulée « Il y eut peut-être une vision première essayée dans la fleur ». On retrouve l'idée de la fleur ici, de l'émergence sous forme d'une crosse, d'une forme vitale qui se termine par un œil, et on retrouve la même forme qui émerge de la fleur ici, bien entendu. L'œuvre de Kupka est une des 4 compositions qui s'apparentent aux albums lithographiques publiés par Odilon Redon, intitulés Les origines de la vie en 1883. Voici une autre œuvre qu'on pourrait dire symboliste, bien qu'on puisse trouver des éléments naturalistes ici, avec ce rocher décrit avec précision. Sur ce rocher est accroupie, de façon un peu étonnante, une très jeune fille dont le corps est traité avec délicatesse. Et dans cette position accroupie, elle regarde la mer, elle regarde de lointain, et cette vague aussi qui va peut-être déferler sur elle. Cette vague est aussi à mettre en rapport avec la fameuse vague de l'estampe réalisée par Hokusai, peintre, artiste que Kupka appréciait énormément. Voici une autre œuvre, beaucoup moins poétique et délicate, qui représente 2 femmes nues dans des positions un peu abracadabrantes sur des chevaux dont l'un hennit dans un paysage qui a un côté réaliste. Et que font-elles? Eh bien, peut-être pratiquent-elles le culte du soleil dans ce qui serait une lecture théosophique peut-être. En tout cas, on peut mettre aussi des rapports avec les artistes de cirque. Cette œuvre est satirique, ces femmes ne sont pas sympathiques, elles ne sont pas belles. Et cette œuvre s'intitule Epona, Ballade, les joies. On peut établir une relation avec ce bas-relief antique qui représente la déesse gauloise, celte, Epona, jussée sur un cheval. Vous voyez qu'il y a une relation qui nous montre la grande culture de Kupka. Voici une autre œuvre satirique, burlesque, intitulée Anthropoïde, et qui nous montre
deux singes ou deux hommes peut-être proches du singe. La chose est un peu ambiguë, en lutte, sous le regard assez niais d'une femelle, décrite aussi avec ironie, peu de tendresse. Elle a les genoux rouges, elle a aussi le fessier rouge et son air est assez niais. Bon voilà, donc le symbolisme certes, mais la satire aussi. Une œuvre qui ne relève plus du symbolisme, ou en tout cas beaucoup moins, nous représente le bibliomane, cet homme qui s'abîme dans la lecture à l'intérieur d'une espèce de caverne végétale et qui ne répond pas aux sollicitations de trois jeunes femmes décrites avec des couleurs claires, des formes sinueuses et souples, dans un paysage attirant, fleuri, coloré, lumineux. Elle reflète l'idée que Kupka avait du mal à aller vers la vie, son agitation, qu'il était assez replié sur lui-même et les lectures. Voici une œuvre qui est proche de l'impressionnisme, qui représente Kupka avec la femme qu'il a aimée toute sa vie. Une œuvre proche de celle-ci, qui relève aussi de l'impressionnisme, qui décrit avec tendresse, avec lumière, avec subtilité la femme qu'il aime. Mais Kupka doit gagner sa vie. Donc, il est embauché par des revues pour les illustrer. Voici une couverture de Cocorico, un journal humoristique, qui représente une belle dans une diagonale en train de manger un œuf sous le regard courroucé de coq ou de poule. Mais il émet aussi des gravures beaucoup plus satiriques, beaucoup plus en prise sur la réalité et critique aussi. Pour L'Assiette au beurre, journal satirique et anarchisant, libertaire, Kupka fait des gravures et participe à 3 numéros spéciaux, l'argent, la paix et la religion. Voici une œuvre qui illustre l'argent. Il crée un personnage qu'il va reprendre à d'autres moments. Ce personnage, c'est Mammon, qui est cité dans la Bible, mais à qui il donne une image, une forme. Il a un ventre énorme, rempli de pièces d'or, et il lui a donné un profil antisémite. Kupka, je précise, n'est pas du tout antisémite. Et dans sa main, il y a un petit ouvrier. Ce petit ouvrier, c'est Kupka, qui essaie d'empêcher, mais les forces ne sont pas égales, d'empêcher ce monsieur qu'il appellera Monsieur Capital de se couronner et donc de devenir le roi du monde. Voici une autre gravure où on retrouve ce même Monsieur Capital qui fait pencher l'équilibre en faveur du pouvoir, c'est-à-dire du roi et de l'empereur, au détriment d'une jeune femme qui est la République et qui ne fait pas le poids, c'est le cas de le dire. Une autre image montre ce monsieur Capital en train d'essayer de séduire une jeune femme qui, je pense, encore la République, alors que derrière, des perroquets sont en train de dire « Vive la grève, vive l'anarchie, vive la sociale ». Dans l'album intitulé « Religion », Kupka traite de la création de l'homme. D'un côté, nous avons Prométhée, donc une explication de la création de l'homme qui relève de l'Antiquité, de la mythologie grecque. Prométhée en train de créer la femme et de se demander s'il va lui mettre un nombril. La femme, bien sûr, représentée sous une forme ironique, elle pense déjà, alors qu'elle n'est pas terminée à se voir, à s'admirer. L'homme est déjà présent. Et ici, nous avons Athéna, interrogative. Athéna a donné à Prométhée la possibilité de créer. Elle lui a donné les techniques que Prométhée va transmettre aux hommes. Une autre façon d'exprimer l'origine de l'homme et de la vie, c'est la religion ou les religions. Nous avons ici un mage qui est peut-être Yahvé, qui est en train de prélever une côte à Adam pour créer la femme.
Le tout sous une autre interprétation des origines de la vie, une interprétation qui relève du darwinisme, une interprétation qui n'est pas créationniste mais évolutionniste. Nous avons ici des petits singes qui ont l'air curieux et un peu interdits face aux créations de l'homme. Cette gravure peut être mise en relation avec un bas-relief antique où nous retrouvons Prométhée qui est en train de créer la femme sous le regard d'Athéna. Dans l'album Les religions, on a parfois des gravures très dures, très violentes. Ici, sous le Christ en croix agonisant, nous avons des prêtres en train d'opérer des actes insoutenables ou un guerrier musulman qui, après avoir décapité de nombreuses personnes, espère gagner le paradis d'Allah. Kupka n'est pas du tout contre les religions, il est contre le fanatisme, ce qui est différent. Voici des illustrations de l'album intitulé La paix. La paix, ici, c'est plutôt la pacification, puisque un missionnaire s'apprête à aller répandre la bonne parole dans un pays qu'on n'identifie pas vraiment, et il tend la main au soldat qui le suivra de près pour opérer justement une pacification et non pas la paix. Même idée ici, où la pacification résulte de M. Capital qui donne des sous, de l'argent à des ouvriers qui autrement pourraient peut-être se révolter. Une autre vision de la paix, un jeu de mots, vous devriez bien nous la foutre, la paix. Nous avons ici Kupka dans la tenue qu'il a donnée à l'ouvrier, personnage qu'il a créé aussi, qui s'adresse nu, enfin pas nu mais sans armes, à des généraux, des militaires qui sont juchés sur des canons et qui sont en fait les marionnettes manipulées par des monstres qui, eux, personnifient les forces du capital, de l'industrie qu'on aperçoit en dernier plan. Donc des œuvres satiriques. Mais Kupka est aussi un très grand dessinateur et il a aussi œuvré pour des œuvres qui ne sont pas caricaturales, elles. Le Cantique des Cantiques, par exemple. Kupka, avant d'illustrer le Cantique des Cantiques, s'est beaucoup renseigné et il a donc créé des gravures qui restituent ce que pourraient être des architectures ou des paysages de l'Antiquité et du monde israélite. Mais en fait, il a recréé, il s'est accordé des libertés pour recréer des ambiances. Voici une autre œuvre qui montre la très grande habileté de graveur de Kupka et ses connaissances aussi de l'Antiquité. Il a aussi illustré pour Élisée Reclus son œuvre L'homme et la terre, avec des références, voyez, à l'Antiquité ou à la Renaissance. D'autres tomes de cette œuvre très, très vaste sur les origines qui font allusion à l'évolutionnisme. Le frontispice du livre deuxième sur l'histoire ancienne, ou bien sur les rapports entre la religion et la science, qui oppose un mage, certes en relation avec le cosmos, au savant qui, lui, a une démarche rationnelle et basée aussi sur l'observation du ciel ou de l'infiniment petit. À partir de 1908, Kupka est en passe de pouvoir s'adonner à ce qu'il désire, c'est-à-dire la peinture, et il crée ces deux œuvres qui montrent des jeunes femmes en train de poser du rouge sur leurs lèvres. Et vous voyez que le regard, en particulier sur celle-là, dans sa construction biblique, nous amène vers le rouge qui est très, très violent, et notre regard est attiré par ces visages très, très lumineux. Kupka a ici recours à des procédés picturaux qui relèvent du fauvisme, puisque nous avons des couleurs très vives, très heurtées, des couleurs en opposition, de grands aplats colorés. Il utilise aussi le cerné
pour limiter les formes. Et vous voyez qu'en fait, il s'intéresse aux personnages, que le fond est tout à fait, je vais dire, neutre. Ces œuvres sont en relation, bien sûr, avec des œuvres fauves. Et je vous présente ici une œuvre de Henri Matisse intitulée L'arrêt verte et qui représente sa femme. On retrouve les mêmes procédés. Les ombres sont colorées, elles ne sont pas noires, et le noir lui-même n'est pas vraiment noir. Ce sont des idées qui proviennent des études de Chevreul et de l'impressionnisme et de Renoir en particulier. Voici d'autres œuvres de Kupka qui représentent les gigolettes. Les gigolettes sont des prostituées, en fait, qui sont représentées avec une certaine sympathie. Et on voit que Kupka utilise le profil pour le visage de ces jeunes femmes, pour leurs pieds aussi, mais que le buste en particulier est représenté de face. Et ceci nous rappelle une fresque découverte en 1901 par Evans à Knossos, et cette image a été très popularisée au début du XXe siècle, et on retrouve, je crois, très, très précisément cette parisienne, dite parisienne, dans l'œuvre de Kupka. Il utilise le même procédé dans l'archaïque, autre gigolette, qui déambule dans la rue à la recherche probablement d'un client, le visage en profil, les pieds aussi, mais le reste du corps vu de face. Par contre, son mec, tel est le nom que Kupka lui a attribué, arbore lui des couleurs beaucoup plus neutres pour arpenter les trottoirs parisiens. Mais Kupka va bientôt s'exprimer de façon tout à fait différente. Nous avons ici une œuvre qui s'appelle La gamme jaune. Son titre montre que Kupka renonce à la séduction de la couleur pour essayer de développer un langage formel. La couleur a un sens, elle est symbolique. Que veut nous dire Kupka? Eh bien, Kupka est assis, Kupka, peut-être, n'est-ce pas lui tout à fait, Kupka est assis dans un raccoon chair et il vient de lire un livre, son doigt est encore dans le livre, mais son visage est fermé. On peut voir une opposition entre l'ensemble de l'œuvre qui utilise toutes les gammes de jaune citronné et allant jusqu'à l'orangé et à l'ocre, et le visage qui, lui, utilise les procédés chromatiques du fauvisme, puisque nous avons des couleurs très contrastées et des aplats. Notre regard est vite conduit du livre vers ce visage aux yeux fermés. C'est ce qui nous attire, je crois, très très vite. Les yeux sont fermés et ils sont très bleus. Que veut dire Kupka? Eh bien que l'artiste est peut-être un mage, d'où les couleurs solaires, en tout cas un intellectuel qui réfléchit et qui a un contact avec l'essence des choses, avec le monde invisible. Cette œuvre a été mise en relation avec une photographie de Baudelaire réalisée par Nadar, qui adopte, vous le voyez, les mêmes positions, et avec aussi une œuvre de Redon. Dans cette œuvre qui représente sa femme, Redon conduit notre regard de couleur blanche jusqu'au visage et à ses yeux clos, refermés sur un monde intérieur et probablement un monde ouvert au cosmos. Voici une autre œuvre intitulée L'eau ou la baigneuse. Cette œuvre a au premier abord fait penser au premier abord à une étude naturaliste, descriptive, puisque le premier plan, qui représente des rochers, est assez proche de la réalité, mais notre regard quitte très vite ce premier plan pour venir ici regarder cette femme.
Le corps de la femme est décrit très rapidement avec des procédés qui relèvent aussi du fauvisme, mais notre regard est vite conduit vers l'autre partie de la femme qui vient de s'immerger dans l'eau. Et ce que Kupka voulait dire, c'est que sous l'action du mouvement que cette femme a déplacé assez précautionneusement apparemment, des rides s'opèrent et surtout ses formes à elle ou celles des rochers ou de la végétation qui est émergée viennent se troubler. La lumière et le mouvement viennent dissoudre la forme et la forme humaine et la forme végétale ne font qu'un. Donc une apparence assez narrative, figurative, mais en réalité une œuvre qui est plus symboliste et qui surtout vient s'appuyer sur les travaux d'optique réalisés depuis la fin du 19e siècle et que Kupka connaît bien. Cette œuvre-là aussi fait référence à la nature. Elle représente une petite fille, c'est la fille adoptive de Kupka, qui pratique le naturisme avec son père et qui joue dans le jardin très fleuri avec la balle qui est là. Et cette œuvre, qui peut nous choquer à l'heure actuelle, en fait, doit être mise dans son contexte de la pratique du naturisme qui n'a rien de, comment dire, de violent. Nous retrouverons cette œuvre après, elle a une grande importance. Kupka, dans sa recherche de procédés, essaie de produire le volume par la couleur. Donc, il dialogue avec le cubisme et avec le fauvisme. Il représente dans une diagonale sa femme allongée dans l'herbe qui est en train de dialoguer avec sa petite fille qui nous regarde et sous le regard aussi du chien. Cette œuvre représente une avancée dans le cheminement de Kupka puisqu'on a bien une impression de volume et le volume est donné par l'opposition entre deux couleurs primaires, le bleu et le rouge. Les deux couleurs sont apposées à grands traits, peu nuancés et donc un procédé qui relève un peu du fauvisme et qu'on retrouve aussi sur le visage des jeunes femmes. Voici une œuvre plus violente qu'on peut mettre en relation avec une œuvre de Michel-Ange qui s'appelle Leda. Donc, quelque chose de traditionnel dans la construction de cette œuvre. Nous avons ici un grand corps monumental qui s'étend de façon assez détendue sur un support qu'on identifie mal. Elle représente cette femme, elle donne un volume à cette femme par l'opposition entre les couleurs claires, lumineuses, posées en aplat, assez transparent sur le premier plan, et le recours à des couleurs violentes posées de la même façon pour la partie plus éloignée. Le visage est à peine suggéré, il n'est pas étudié, là n'est pas le sujet. Ce qui est nouveau dans cette œuvre, c'est que le fond est juste composé de grands plans parallèles et où des couleurs ont été apposées de façon assez translucide. Kupka va utiliser les mêmes contrastes colorés pour essayer de traduire le mouvement. Nous avons ici une femme, peut-être la sienne, en train de vouloir cueillir des fleurs. Au premier plan, la forme assez imprécise est bleue et le mouvement, le déplacement de cette femme dans l'espace est décrit par une superposition de couleurs assez translucides qui vont du rose à l'orangé. Les fleurs sont ici à peine suggérées. Donc, on a ici l'idée de transcrire le volume, mais aussi le mouvement par une succession d'images. Kupka s'est inspiré pour cela des travaux de chronophotographie opérés par Étienne Jules Marais, qui, par une succession de poses, a réussi à décomposer le mouvement d'une femme se déplaçant.
on retrouve la même idée ici. Donc Kupka est au courant des travaux des futuristes, par exemple ici Boccioni, qui a réalisé cette œuvre en 1913, mais il est légèrement antérieur à Boccioni ou à Marcel Duchamp, qui a composé son très célèbre Nu descendant l'escalier en 1912. Kupka a aussi essayé de traduire non seulement le volume, le déplacement, le mouvement, mais aussi la musique dans ses œuvres. Nous avons ici des doigts qui sont en train de jouer sur les touches d'un piano. Et Kupka a voulu produire la sensation de musicalité et de déplacement des sons dans l'espace. Donc les touches se déplacent vers le haut, où elles viennent rejoindre des formes allongées aussi, qui suggèrent des formes humaines posées sur des barques, le tout dans un décor végétal, et les arbres sont eux aussi représentés par des touches allongées comme les touches de piano. Donc Kupka a voulu montrer que le son peut s'élever, se répandre dans l'espace. Cette œuvre est encore assez figurative, encore assez réaliste, mais la rupture se fait en 1912 avec cette œuvre-ci. Donc rupture avec la tradition qu'on dit mimétiste. Kupka est maintenant certain qu'il ne veut plus représenter la réalité. Il s'inspire pour cette... Alors, je vais d'abord décrire l'œuvre. Donc, nous avons ici une forme qui, en fait, est une forme humaine qui est représentée avec des couleurs bleues. Et autour de cette forme, nous avons des cercles superposés, représentés avec des couleurs assez transparentes et claires. Donc, on a une idée de mouvement, de rotation, de déplacement dans l'espace. C'est en travaillant à partir de cette jeune fille, de sa petite fille, qui jouait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'espace du jardin avec son ballon, que Kupka est arrivé à synthétiser les mouvements et à les représenter ici. Cette œuvre, il l'a intitulée Amorpha, donc sans forme, fugue à deux couleurs. Donc, il a voulu à la fois représenter le mouvement, mais aussi le bruit que fait cette petite fille, peut-être en rapport avec la musique. La petite fille au ballon. Voici, dans la lignée de cette petite fille jouant au ballon, une autre œuvre qu'il a réalisée, intitulée Amorpha, fugue à deux couleurs aussi, 1912, donc avant ce qu'a pu faire tout à l'heure, comme je vous le montrais, je ne retrouve plus son nom, Marcel Duchamp, pardon, excusez-moi. Voilà, donc nous retrouvons ici un corps, peut-être ici la tête et puis ici la cuisse, les bras, un corps qui se déplace et les ballons. Mais vous voyez que la représentation n'est plus réaliste, figurative, elle essaie de faire passer l'essence, d'atteindre l'essence des choses, l'essence du mouvement, l'essence du déplacement. Et voici quelques-uns des travaux réalisés par Kupka avant l'œuvre que nous venons de voir, les deux œuvres que nous venons de voir, Amorpha. Voici une autre œuvre qu'il a réalisée à la même époque, 1912, année de rupture, je le répète, autour d'un point rouge qui est en fait un axe qui est là, viennent encore tournoyer des cercles auxquels ont été attribués par plages colorées successives, couleurs diaphanes, transparentes, et qui expriment un mouvement de rotation. Cette œuvre a été appelée le disque de Newton, en référence au disque de Newton qui résulte des études de Newton sur la décomposition de la lumière blanche. Donc, on retrouve les couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, et le rouge, le bleu et le jaune, et les couleurs complémentaires, le vert, l'orange et le violet.
Cette œuvre a été présentée au Salon de la Section d'Or en 1912 et a inspiré Guillaume Apollinaire qui a parlé de cubisme orphique. Bon, Kupka n'est pas le seul à rechercher une production abstraite. Il y a aussi Kandinsky, Mondrian, Delaunay, voilà. Mais il y a une certaine antériorité, c'est ce que voulait exprimer l'exposition, avec Kupka qui expose dès 1912. Voici des œuvres qui relèvent aussi de l'abstraction de cette période-là, qui sont contemporaines, Fernand Léger ou Delaunay. Avec cette œuvre de 1912, Kupka a voulu exprimer le déplacement d'un trait brun en solo. Donc le trait brun, en fait, c'est la ligne mélodique, c'est la musique qui se déplace dans l'espace en dessinant cette figure, dans un espace qui n'est pas décrit, qui est non identifié. Et voici deux autres œuvres qui portent des titres qui font référence à la géométrie, plans verticaux. Si on considère celle-ci d'abord, nous voyons des plans qui sont reliés à ce qui pourrait être le sol, le bas, disons, mais cette œuvre nous donne malgré tout une impression de mouvement, de déplacement. Pourquoi? Bien grâce à ce plan violet, qui lui n'est pas relié à la base du tableau et qui donne donc une impression d'élévation. On retrouve la même impression d'élévation ici avec ces plans qui sont déposés en diagonale et qui nous donnent bien l'idée d'élévation. Il y a ici en plus une vibration qui peut nous donner une impression d'espace et de troisième dimension. Voici deux autres œuvres dont les titres ont aussi recours au vocabulaire de la géométrie et qui veulent donner aussi l'impression d'espace, d'ascension pour celle-ci, de tournoiement pour celle-ci. Mais à partir des années 1912-1920, Kupka a recours à des formes qu'on a dites organiques. Voici une œuvre qu'il a appelée Printemps cosmique. Le printemps est exprimé par ses couleurs tendres, fraîches, neuves, et on peut y lire, si on cherche une lecture figurative, un globe, peut-être la Terre avec ses méridiens, qui sort de l'ombre de l'hiver et qui est éclairé par les couleurs du printemps. Printemps qui est aussi exprimé par cette farandole de formes non décrites, mais qui nous font penser à la végétation renaissante au début du printemps. On a une autre œuvre qui porte le même titre, qui exprime la même idée, l'opposition entre la lumière de la vie et probablement l'hiver, le printemps et l'hiver, et des formes qui rappellent peut-être plus les nuages. Il cherche aussi à exprimer donc l'ascension, c'est une vieille idée chez lui, et en ayant recours à des motifs hindous, on se rappelle qu'il est intéressé par le spiritisme, par la théosophie, par les traditions non européennes. Alors, l'hindouisme peut être lu, retrouvé dans ces colonnes qui nous rappellent les colonnes des temples hindous. Kupka a renoncé au chatoiement et à l'attractivité de la couleur. Il n'emploie plus que des bleus et des rouges, des couleurs primaires, qui en effet nous donnent bien l'impression de s'élever vers le haut, et on a un espace lumineux ici très attractif. On retrouve encore cette volonté d'exprimer l'ascension, l'aspiration vers probablement un autre monde, d'autres espaces, vers le cosmos, avec des formes qui nous rappellent encore, bien sûr, l'hindouisme et le recours à des couleurs toujours assez limitées, bien qu'ici, on ait un peu de vert. Mais Kupka pense que les couleurs ont un sens et qu'on peut exprimer
l'essence des choses avec les couleurs, rien qu'avec les couleurs, en renonçant à des formes qu'on peut identifier. Nous avons ici la forme du vermillon et la forme de l'orange. Pour lui, les couleurs qu'on appelle chaudes en général, les jaunes, les orangés, sont à relier avec des formes souples, ondulées, qui tournent, alors que le bleu, pour lui, doit être relié à des formes droites, à des angles, à des formes beaucoup plus raides. Ici, dans la forme du bleu, on a l'idée d'ascension encore qui apparaît. Mais on est vraiment passé, vous le voyez, dans l'abstraction. Avec des formes simples, Kupka pense qu'on peut donner l'impression d'énergie, de force, de déplacement. Nous avons ici une forme qui a l'air en effet de vouloir monter elle aussi. Et les couleurs sont tout à fait réduites. Autre tableau intitulé Énergique aussi nous montre que des lignes brisées, des lignes droites, des plans superposés. Et ces plans noirs et blancs, donnent bien l'impression de se déplacer sur les couleurs qui sont derrière. Ici, pas de déplacement, je crois, des formes plus rigides, toujours abstraites, qui personnellement me font penser au monde arabe, arabesque, je n'ai rien inventé sûrement, à la calligraphie en tout cas. Et voici une autre œuvre qu'il a intitulée Autour d'un point. Le point est là, tout petit, tout discret. Autour de ce point tournent des cercles, tourbillonnent des cercles qui même, on dirait, s'approchent vers nous par le fait qu'elles arborent des couleurs plus nettes, plus vives. Cette œuvre est construite à partir de points et de lignes courbes aussi. Elle nous évoque, je pense, le cosmos et elles recourent elles font allusion aux lectures de Kupka sur le rôle du point et des lignes. On peut l'opposer ou la mettre en relation avec une œuvre de Delaunay qui utilise aussi des cercles et des points. Mais alors qu'ici, on a une œuvre conceptuelle, abstraite, ici, on a une œuvre qui, même si elle est abstraite, est beaucoup plus figurative, beaucoup plus, qui n'inspire pas le silence, mais au contraire la joie, l'agitation, alors qu'ici, on est plus dans le silence et la méditation. À partir des années 1925-26, Kupka entre dans une nouvelle période qu'on a parfois traduite par la manifestation d'une crise et une période que Kupka n'a pas trop revendiquée. Cette période s'appuie sur l'étude de la machine. Mais ici, il y a encore un certain anthropomorphisme puisque on peut retrouver encore une forme humaine avec un bras, une main, œuvre qui aurait été inspirée par le déplacement de danseurs, mais la machine est ici suggérée par des disques qui tournoient. Encore une anthropomorphisation de la machine. Premier abord, on voit des cercles qui se déplacent grâce à ces aplats colorés et diaphanes, des écrous, des boulons, enfin des machines. Mais en regardant de plus près, on peut lire une tête, un corps qui s'appuie sur un bras replié, une jambe repliée elle aussi. D'ailleurs, cette œuvre s'appelle Conception. Pourquoi Conception? Bien parce qu'on l'a mise en relation avec une œuvre de Titien qui représente Danaé, qui va recevoir une pluie d'or, c'est-à-dire Zeus, que la servante essaie de recueillir. Donc, certes, il y a une certaine attraction, mais elle n'est pas dénuée de représentation figurative, d'allusion au monde réel. Voici une autre œuvre de cette période machiniste, intitulée Jazz Hot, où
on retrouve le goût de Kupka et sa volonté d'essayer de représenter la musique, le son, l'espace par des figures non identifiables, même si en cherchant bien, on peut peut-être ici retrouver un instrument de musique. Sa dernière œuvre est intitulée, dans cette période machiniste, est intitulée Synthèse. Là, il s'est détaché de la représentation anthropomorphique et n'utilise que des disques, des points, des cercles, des bielles, des pistons. Mais il va bientôt quitter cette période qui avait été initiée avant lui par d'autres artistes comme Picabia, qui a réalisé ce portrait d'une jeune fille américaine en 1915, ou par Ferdinand Leger, qui a ici représenté un remorqueur qui inclut des personnages humains ou animaux. Et voilà une œuvre qui a été réalisée en 1930 qui s'appelle Peinture abstraite. Dans cette œuvre, on a 3 traits d'inégale intensité de couleur, de matière, de largeur, qui toutes les 3 partent du bord de la toile et tentent à se rejoindre sans jamais se rejoindre. Cette œuvre a recours à une seule couleur, ou plutôt, on va dire à 2 tons, le blanc et le noir. Elle renonce à toutes les séductions des couleurs, le bleu, le rouge, etc. Cette ligne-là ne se trouve pas au milieu de la toile, mais elle est légèrement décalée, conduisant à un certain déséquilibre et donnant une impression de mobilité. Cette ligne, en effet, s'élève vers le haut. Va-t-elle l'atteindre? On ne sait pas. Elle risque fort d'être bloquée ici par cette ligne horizontale. Donc, on a ici la volonté de représenter le mouvement et aussi l'espace avec des moyens très, très réduits et avec des recours avec de formes géométriques seulement. On peut l'opposer ou la mettre en relation avec une œuvre de Mondrian intitulée Composition, qui est à peu près contemporaine, mais qui a encore recours à la couleur et qui est beaucoup plus complexe dans sa structure. Cette œuvre, j'ai oublié de vous le dire, aurait pu être le porte-drapeau, l'emblème du mouvement abstrait, mais en réalité, elle n'a pas été connue à son époque et pas revendiquée par le mouvement abstraction auquel Kupka a adhéré pendant quelque temps. Il compose à cette période, vous voyez, des œuvres abstraites avec des couleurs toujours aussi limitées, utilisant toujours des formes géométriques, les cercles, les horizontales et les verticales. Celle-ci s'intitule Circulaire et rectiligne. Kupka a renoncé à intituler ses œuvres en référence avec des objets du monde visible. Voici une autre œuvre intitulée Plans diagonaux. Nous avons 2 plans, rouge et bleu, placés en oblique et qui nous donnent l'impression de vouloir se déplacer, mais l'animation est plutôt donnée par ce plan noir qui est biseauté à ses 2 extrémités et qui, lui, va vraiment se déplacer vers la gauche. Le mouvement est donné par les obliques et par le noir. Cette production abstraite n'exclut pas des œuvres humoristiques. Voici une œuvre qu'il a intitulée Humoresque, où on voit sur un plan horizontal noir, mais légèrement incurvé sur la partie gauche, un autre plan vert, en équilibre très instable, puisqu'à peine posé sur un angle bien décrit, et on a vraiment l'impression que ce plan vert va tomber, va se déplacer. Humoresque peut être une allusion au mot humour et peut-être aussi à arabesque qu'il avait utilisé à un moment donné. Voici une œuvre abstraite au premier abord, mais où peut-être Kupka a succombé à une certaine figuration. Nous avons ici 2 arabesques qui nous donnent l'impression de se déplacer dans l'espace, mais le fond peut faire allusion à un cirque avec des spectateurs, et à ce moment-là, ces 2 arabesques seraient celles
que réalisent des artistes dans l'espace d'un cirque. Et voici la dernière œuvre de Kupka. Cette œuvre intitulée modestement « 3 bleus et 3 rouges » superpose 3 plans rouges légèrement décalés, 3 plans bleus légèrement décalés aussi, opposant peut-être le mouvement à la stabilité des rouges qui peut-être se déplacent aussi, mais de façon horizontale. Cette œuvre a été exposée un peu après la mort de Kupka, qui s'est opéré en juin 1957. C'est sa dernière œuvre. Kupka n'est pas mort sans reconnaissance, puisque à partir de 1946, existe une association qui a exposé ses œuvres et qui lui a accordé en 1953 toute une rétrospective pendant laquelle on a reconnu son rôle pionnier. Alors, que retenons-nous de ce long exposé? D'abord, la très longue activité de Kupka, qui a produit des œuvres de la fin des années 1880 à 1957. Son intérêt continu pour la science, pour les recherches scientifiques. Il reste toujours très au courant. Sa volonté permanente d'exprimer l'essence des choses et non pas la surface des choses. Son dépassement pour le spiritisme, la théosophie et donc le symbolisme qu'il avait attiré à ses débuts, son détachement des mouvements artistiques de son époque, impressionnisme, fauvisme, expressionnisme et cubisme, sa marche vers la conceptualité, son œuvre de plus en plus abstraite, son abstraction de plus en plus radicale, Kupka peut passer pour un pionnier de l'abstraction, même s'il s'insère dans un mouvement plus général. Voilà la signature de Kupka. Ce compte-rendu a été réalisé par Geneviève Selay, qui s'est appuyée sur le catalogue de l'exposition, les dossiers pédagogiques réalisés pendant l'exposition, pour l'exposition, des ouvrages et articles divers. Voilà, je vous quitte en espérant vous revoir bientôt et j'espère que vous-même vous engagerez dans des comptes rendus et que vous me contacterez pour cela. Au revoir.